Je voudrais poser une question à l'un et à l'autre sur un thème qui est revenu dans chacune de vos interventions, sur cette idée que la vulgarisation semblait le fait d'une minorité de personnes, en tout cas c'est ce qui ressortait de votre intervention, et en particulier des personnes avec un capital scientifique et un capital symbolique plutôt élevé, c'est-à-dire appartenance à un laboratoire bien noté, une personne bien avancée dans la carrière, bien installée dans la discipline, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un fait vraiment qui est bien établi ou qui se confirmera, ou est-ce que c'est encore une idée reçue qui cache quelque chose? Et puis, quelle signification ça peut avoir? Peu importe qui commence, qui ouvre le feu. Pablo Jensen. Je veux bien. On n'est jamais sûr de ce qu'on pourra en dire demain, mais quand même, là, je pense que statistiquement, c'est quand même assez robuste, ce truc-là. Puis, c'est pas juste notre étude au CNRS. Enfin, je crois que c'est un des universaux, on va dire, de toutes les études qui ont été menées. C'est ce portrait robot du vulgarisateur. Mais évidemment, c'est au niveau statistique. Okay, ça veut dire qu'on va évidemment trouver des gens qui ne correspondent pas à ce profil-là et qui vont aussi vulgariser. On en connaît, mais disons qu'au niveau statistique, c'est quand même ça qui est massif. Donc après, la question, c'est pourquoi est-ce que la vulgarisation continue à avoir un peu mauvaise presse malgré ça? Donc voilà, ça c'est un paradoxe qui est posé. Donc, mais c'est une autre question. Donc oui, alors moi, ma réponse, bon, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet moi-même, donc je ne peux que vous apporter les réponses que j'ai vues à droite à gauche dans les études. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est l'explication. Donc je reviens toujours à Boltanski, comme je n'ai pas réussi à le placer tout à l'heure, je le place maintenant. L'explication que donne Boltanski de ce phénomène-là. Lui, il dit, en gros, les chercheurs, donc c'est toujours la théorie des champs, les chercheurs tentent de progresser vers le point central du champ, c'est-à-dire de monter en grade. Donc on revient aux chargés de recherche qui essaient de devenir DR2, puis DR1, bref. Et il dit, pour se rapprocher de l'intérieur de ce champ, il faut augmenter sa rareté. Et la rareté à l'intérieur du champ, elle est mesurée par le nombre de publications scientifiques qu'on fait. Bon, mais il dit, mais le problème, c'est que pour augmenter sa rareté, c'est en comparaison avec d'autres personnes. Et donc, ce qui est important, c'est l'âge qu'on a, parce qu'il y a une carrière type pour progresser dans la recherche scientifique. Donc, c'est d'autres études que je cite, que reprend Boltanski. Il faut progresser à un certain rythme. Donc, ce qu'il dit Boltanski, c'est quand on est jeune, sachant que pour monter dans le champ, il va falloir faire des publications scientifiques, et que la seule chose qui sera prise en compte, c'est cette publication scientifique, on n'a pas le temps de faire de la vulgarisation, puisque à un certain âge, à un âge donné, il faut avoir passé le cap donné. Alors à la fac, ça fonctionne par exemple avec les HDR. On sait qu'à un certain âge, il faut avoir sa HDR, que passé à un certain âge, on n'a pas fait une belle carrière si on n'est pas encore HDR, par exemple. Et donc il dit, pour progresser à l'intérieur de ce champ, il ne faut pas faire trop de vulgarisation. Mais une fois qu'on est au cœur de ce champ, c'est-à-dire on est prix Nobel, on n'a plus personne à impressionner. La rareté ne se mesure pas de la même façon à l'intérieur quand on est qu'avec des prix Nobel. On ne peut plus mettre en avant les publications scientifiques, il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, ça peut être un engagement politique fort. Je deviens par exemple conseiller du ministre, ou je deviens conseiller par exemple ministre de la Recherche. Claudie Aigneret bascule, ou alors je m'engage dans la vulgarisation. Et dit, là ça a du sens, parce que du coup la vulgarisation me permet de sortir de ce petit noyau des chercheurs professionnels prix Nobel, et de m'adresser tout d'un coup à un nouveau public qui est extérieur, et qui est composé par l'élite aussi. Je veux toucher, une fois que je suis dans l'élite, je veux toucher une autre élite. Mais c'est plus l'élite scientifique que je vais toucher, c'est l'élite politique, par exemple, l'élite économique. Et de manière à faire ça, il faut que j'établisse ma surface médiatique auprès d'un large public, et donc je me mets à vulgariser. Et donc, j'ai pas de preuve que ça se passe vraiment comme ça, mais je trouve que l'explication est assez séduisante, de se dire, en fait, c'est pour... Dans une optique de progression de carrière, le jeune n'a pas le temps parce qu'il doit aller vite, mais une fois qu'il arrive au sommet, s'il veut encore monter, la solution, c'est la vulgarisation. Donc ça voudrait dire que la vulgarisation serait une forme de consécration de la carrière. Ce ne serait pas une consécration, mais ce serait un moyen de monter encore dans la carrière, une fois que la carrière est atteinte à son maximum. Donc c'est une explication, non. Mais bon, voilà. Pablo Oui, il y a un peu de vrai là-dedans. En tout cas, je pense, disons que ça correspond un peu à des choses que je vis ou que je vois dans la communauté, mais ça suppose quand même que la vulgarisation est bien vue
par les pairs. C'est-à-dire qu'ils vont la considérer, puisque là, ce qui rentre là-dedans, c'est les pairs, enfin, jusque-là dans ce discours. Et donc, ça suppose quand même que ça va être reconnu comme la rareté, mais il y a des raretés positives ou négatives. Et en tout cas, maintenant, enfin, je suis pas, c'est ce point-là qui me semble pas très convaincant, parce qu'on sait bien que même certains chercheurs, Carl Sagan par exemple, donc, qui était celui qui a fait Cosmos, enfin un des vulgarisateurs très connus, on a retrouvé des transcriptions. En fait, il a été candidat à l'Académie des sciences, donc, qui est une forme de distinction dans ce sens-là, c'est-à-dire on rentrait dans l'Académie des sciences aux États-Unis. On a retrouvé les débats et en fait, en gros, ce qu'il a cassé, c'était ces trucs c'est son activité de vulgarisation, parce qu'il disait, ouais, enfin, il est très connu, mais alors est-ce que c'est par jalousie, enfin, je sais pas, mais en tout cas, on a dit, oui, depuis qu'il fait ces trucs Cosmos et tout ça, là, il publie plus, ce qui était faux factuellement, mais on sait que donc je pense, donc voilà, je dis c'est peut-être pas si évident que ça que la vulgarisation puisse jouer comme, disons, le petit plus qui va faire le truc un peu snob, ou un peu reconnu à la marge. Il y a d'autres choses qui sont, enfin, comme l'engagement politique éventuellement, encore que celui-là peut être mal vu aussi, mais la valorisation, enfin, il peut y avoir d'autres choses, bon, donc c'est ça le bémol. Mais je pense quand même que c'est de moins en moins vrai que la vulgarisation va casser quelqu'un. Je pense que ils ont pour aller quand même dans ton sens ce que disait le président des sections du CNRS. Donc le CNRS, pour être promu concrètement, il y a des sections, et donc on est promu par ses collègues, mais très proches au niveau disciplinaire. Et le président de toutes ces sections-là, il disait effectivement, en gros, pour passer CRDR, donc c'est la première étape en gros vers les 40-45 ans, il n'y a que les publics qui comptent. Bon, vraiment, tout le reste est vraiment n'a pas grande importance. Mais après, pour passer DR2, DR1, donc une fois qu'on est passé directeur de recherche, on peut encore monter éventuellement directeur de recherche classe exceptionnelle. Là, on a effectivement souvent donc ça ressemble un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire on a souvent des dossiers, des très bons dossiers, on va dire. Donc on a la masse de l'élite. Et là, la vulgarisation, quelqu'un qui a une action reconnue, etc., ça peut apporter un petit plus pour départager des gens qui sont vraiment, sinon, très similaires. Donc il y a peut-être un effet comme ça, mais je crois que ça doit jouer sur, je sais pas, 5 personnes tout au plus par an au CNRS. Bon, donc je sais pas, enfin... J'entends quelque chose comme ça et ça ne me choque pas, mais je ne suis pas persuadé que ça suffise à expliquer beaucoup de choses sur la vulgarisation. Bourdieu signale dans un cours au Collège de France que les jeunes chercheurs se sentent moins autorisés à faire de la recherche. Est-ce que vous confirmez ça ? La vulgarisation. Faire de la vulgarisation. Confirmer, c'est un peu difficile dans le sens où ça ressemble bien à quelque chose qu'on peut intuiter. Ça se voit aussi dans les données qu'on a, évidemment. Mais c'est pas seulement une question d'âge, c'est une question effectivement de position hiérarchique, donc qui est corrélée à ça, évidemment. Mais, donc ça on le retrouve. Mais on entend, moi j'entendais souvent quand je fréquentais un peu plus les gens de, disons, la culture scientifique, etc., ils disaient, oui, mais les jeunes, ils sont beaucoup plus actifs que les vieux, etc. C'est bien, les jeunes vont remplacer et ça va devenir... Ça, on entendait souvent ça et j'ai l'impression que c'est quand même une idée reçue, donc ça marche pas très très bien. Mais sinon, oui, disons l'aspect hiérarchique et disons ces hiérarchies cognitives et dont Terrichin ou Boltanski parlent, je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a tout un ensemble de choses qui font que les jeunes ont moins la possibilité de discuter et de vulgariser. Oui, moi, juste pour aller dans le fond, j'ai rien de plus à rajouter. Il n'y a en effet pas d'études qui arrivent à quantifier ça. Ça fait typiquement partie des choses qu'on trouve en tant que chercheur extrêmement satisfaisantes quand on les entend. C'est-à-dire qu'on trouve l'explication juste, pertinente. Il y a en effet visiblement, mais tactilement, une moins grande légitimité chez les jeunes à faire de la vulgarisation, mais on est incapable. Moi, je n'ai pas vu d'études qui permettent de quantifier ça noir sur blanc. C'est-à-dire quel facteur, comment essayer de mesurer ça. Pour l'instant, j'ai rien vu passer. Voilà, on pourrait passer aux questions dans le public. Ça rejoint un peu ce que tu Oui. dis, Elsa, ce que je voulais. Déjà, ça m'a bien plu ce matin parce que ça pose des choses qu'on ressent à l'expérimentarium. Bon, j'en parlerai peut-être. Là, je voulais parler de cette idée d'un peu ces fausses idées ou ces fausses barrières. Et vous avez dit, les gens disent... oui, la vulgarisation, si je fais de la vulgarisation, c'est mal vu par les autres. Et moi, je me dis que
est-ce qu'il y a quelque chose qui a testé si vraiment c'était mal vu par les autres? C'est-à-dire que est-ce qu'on a interrogé les autres collègues pour dire lui il est mal vu? Ou est-ce que c'est pas juste quand on le fait, on se dit je vais être mal vu par les autres et c'est mal vu par les autres? Parce que ça c'est vraiment vous comprenez mon... Est-ce qu'il y a... Parce que moi je trouve que il y a un peu un aspect un peu aussi... L'effet la façon la plus certaine dont on a vérifié la chose, c'est l'étude dont je parlais hier à Lausanne, où ils ont pris les rapports d'évaluation des chercheurs et ils ont vu ce qu'on disait à propos des opérations de vulgarisation. Et donc chez les hommes, ce qu'on met, c'est un dossier intéressant. Il a fait de la vulgarisation, donc il essaye de disséminer le savoir à l'extérieur de l'université, c'est un point positif. Et sur les femmes, cette personne devrait faire plus de recherches et arrêter de perdre son temps sur des frivolités. Donc là, il y a clairement un jugement des pairs sur l'opération de vulgarisation. Ce qui est intéressant, c'est en tout cas dans cette étude, de montrer qu'elle était très fortement marquée par le genre. Donc ça serait... Voilà. Là, en tout cas, c'est un moyen pour moi de vérifier et de façon évidente ce qu'en pensent les pairs, c'est de voir comment ça s'est traduit dans l'évaluation. La deuxième question de cette... comment évaluer ce qu'en pensent les autres, une manière dont ça a été résolu dans l'étude israélienne ou l'autre, je crois, ça a été résolu en demandant aux gens ce qu'ils pensaient que les autres allaient faire. C'est-à-dire, pour essayer de voir s'ils pensent réellement que les autres vont mal percevoir leur action, on leur dit, mais plutôt de leur poser la question, est-ce que vous pensez que les autres considèrent mal votre action? Vous leur demandez, est-ce que les autres font de la vulgarisation? Et du coup, on s'aperçoit selon la manière dont ils réagissent, on peut calculer que si tous les gens dans votre environnement font de la vulgarisation, ça veut dire sans doute qu'ils considèrent positivement la vulgarisation. Donc, c'est faux de dire que mes collègues n'aiment pas la vulgarisation. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à piéger le chercheur. Mais c'est la seule façon dont j'ai vu qu'il y avait une réflexion là, sur cette idée. Oui, non, c'est difficile à quantifier. Moi, c'est vraiment... on entend, il y a deux manières. On entend souvent, de temps en temps, des chercheurs qui disent oui, mais celui-là a telle chose. Donc, c'est un autre justement par rapport à ce chercheur-là. Donc, on a la parole des autres de temps en temps. Mais moi, j'ai quand même senti, mais donc, personnellement, un changement quand même au début. Donc, je citais le directeur qui me disait il faut surtout pas marquer ça. Et le directeur suivant du labo, puisque c'est plus le même évidemment, mais il disait, en gros, lui, il était content que je fasse de la vulgarisation parce qu'en gros, il sentait que le labo devait en faire. Personne ne voulait trop en faire, donc il était content que quelqu'un le débarrasse de cette corvée, en gros. Donc ça avait quand même changé. C'est-à-dire la perception institutionnellement, c'est bien quand même de faire quelque chose, mais c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Mais donc c'est bien que quelqu'un le fasse. Donc j'ai vraiment senti Mais bon, après, est-ce qu'on peut généraliser ça? J'ai quand même senti une certaine évolution positive vis-à-vis de l'image de la vulgarisation, on va dire. Oui, juste par rapport à ça, depuis donc statistiques robustes, mon témoignage, donc en plus souvenir, je sais pas, peut-être depuis 10 ans, 200 chercheurs qu'on a vu vulgariser, peut-être une ou deux fois, et c'est plus dû à des questions de personnalité, des gens ont fait des petites réflexions, et en plus ces réflexions n'allaient pas très loin, quoi. Finalement, si on creusait un peu, ils trouvaient ça positif, mais il se met un peu en valeur, etc. Mais c'est 2 sur 200 selon mon témoignage. Donc, après, il y a la vraie question. Au niveau du CNRS, clairement, on considère que la vulgarisation, ça doit rester dans des limites raisonnables. Alors, raisonnable, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, quand même, parce qu'il y a eu des cas de chercheurs CNRS qui étaient partis carrément, tout en restant chercheurs CNRS, dans des structures pour faire de la médiation. Et là, le CNRS disait, le CNRS, des gens du CNRS, il y avait vraiment un débat en disant est-ce que c'est légitime de payer un chercheur CNRS pour ne faire que de la médiation, c'est-à-dire arrêter complètement la publication au sens standard et faire de la médiation. Est-ce que ça peut être le rôle d'un chercheur du CNRS ou pas? Donc après, c'est une question de degré. Il y a plein de questions là-dedans. C'est de combien de temps, de quel pourcentage de votre temps vous consacrez à la vulgarisation, et puis évidemment aussi c'est où vous faites de la vulgarisation. C'est-à-dire qu'en gros, si vous allez faire des portes ouvertes ou si vous allez dans certaines associations, on va dire que c'est pas très... on pourra dire que on ne va pas reconnaître tellement ça, alors que si vous faites des choses dans la recherche ou dans des trucs qui sont reconnus par l'institution, donc il y a plein de nuances dans la vulgarisation en fait. Oui, une question ici. Non. Oui. Pablo, par rapport à ce que vous avez suggéré tout à l'heure, à un moment, vous avez parlé d'ego.
Et il me semble qu'un chercheur qui fait une publication scientifique, le retour, c'est sur lui-même, pour schématiser, sur lui-même ou l'équipe, peu importe. Un chercheur qui va publier ou faire un acte de vulgarisation scientifique, le retour, c'est sur un grand nombre, enfin un relativement grand nombre de personnes. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des études psychologiques ou je ne sais pas lesquelles, parce que dans un cas, il y a partage, enfin dans le cas de la vulgarisation, de mon point de vue, il y a partage. Je suis capable de m'oublier en quelque sorte, d'oublier le retour positif sur moi, ma carrière, etc. Mais par contre, je suis intéressé par provoquer quelque chose qui va se partager avec les autres. Donc comme changement de personnalité par rapport à l'ego. Et puis l'autre remarque, l'autre question par rapport à votre présentation, c'est l'effet de l'enseignement. À un moment donné, l'enseignement quand même a un effet, parce que vous ne regardez que les chercheurs. Ma question c'est, est-ce qu'on connaît la part de vulgarisation qui est faite soit par les chercheurs, soit par les enseignants-chercheurs? Enseignant-chercheur moi-même, j'en fréquente un certain nombre dans des disciplines variées. Et ce qu'on entend souvent, c'est entre l'enseignement, la recherche et l'administration, on n'a plus le temps. Donc, il y a un effet volume. Donc le chercheur aurait plus de temps éventuellement à consacrer à la vulgarisation, alors que l'enseignant-chercheur, à part son enseignement, aurait moins de temps. Et puis j'ai une petite suggestion, si on fait une médaille d'argent ou de je ne sais quel métal pour la vulgarisation scientifique, on pourrait même créer un prix Nobel. Je pense que ça en stimulerait certains. J'ai peu de pouvoir sur la chose, mais déjà pour la médaille du CNRS. Mais alors, brièvement, alors sur les deux questions, sur la première, je ne suis pas persuadé, la psychologie est compliquée évidemment, parce qu'on pourrait se dire au contraire, un chercheur qui passe aux 20 heures, il va avoir son ego gonflé énormément, bien plus que quand il publie un truc qui va être lu par 5 collègues dans le monde. Donc il fait la vulgarisation pour flatter son ego et il fait la recherche parce qu'il est payé pour, on pourrait dire. Enfin, vous voyez, bon, après ça dépend de la personnalité. Il y a des gens qui se laissent influencer par la crainte que certains collègues pensent du mal d'eux. Il y a d'autres qui au contraire... Bon, c'est pour ça que j'ai mentionné vraiment en passant cette histoire de plaisir, parce que quand même... Enfin, vu que la vulgarisation n'est pas vraiment poussée complètement à en faire par l'institution, ceux qui la font, en tout cas, je pense qu'au démarrage, il y a quand même une question comme ça, et donc c'est une question de personnalité également, et éventuellement d'ego, mais on satisfait son ego de tellement de manières différentes que c'est difficile de faire des généralités là-dessus. Et sur la deuxième question, qui était, oui, les enseignants-chercheurs, bah, moi j'ai lu, je ne sais plus dans une de ces études-là, mais je les mélange là à force, que les enseignants-chercheurs font plus de vulgarisation que les chercheurs. Je crois que c'était l'étude de la Royal Society, ça, ouais. Voilà, eux, ils disent que les enseignants-chercheurs en font plus, parce que ce critère de temps, en tout cas pour les chercheurs CNRS, il ne marche pas. Enfin, c'est comme je l'ai dit, c'est-à-dire que voilà, les gens qui sont actifs en vulgarisation, ils sont également actifs en valorisation, en enseignement, en publication. Alors, bon... Donc, voilà, il y a un effet un peu paradoxal. Il y a d'autres gens qui m'ont expliqué, des biologistes me disent « Ouais, mais c'est les biologistes vulgarisent peu, c'est parce qu'ils passent tellement de temps à faire leur manip par rapport aux physiciens qui ont que ça à faire, parce que c'est vraiment facile, etc. » C'est pour ça que les physiciens vulgarisent beaucoup plus que les biologistes. Ouais, les explications en termes de temps m'ont toujours semblé un peu fragiles. On n'a jamais le temps de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Mais, alors, justement, je rebondis sur cette question. Qu'est-ce qui vous, Pablo Jensen, vous a poussé à vulgariser et vous pousse à vulgariser encore maintenant? Ouais, moins quand même. Mais ouais, moi, clairement, c'était le plaisir, mais de sortir du labo. Clairement, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que tant que vous faites c'est-à-dire, bon, je suis venu quand même dans la recherche par la vulgarisation, comme beaucoup de gens, je pense, en lisant différents trucs. Mais après, une fois qu'on se spécialise et qu'on rentre vraiment, enfin, qu'on fait une thèse et qu'on rentre dans un domaine, il y a un moment où bon, vraiment on se dit bon, quel est le rapport de tout ça avec le reste du monde quand même, pouvoir en discuter avec des gens normaux entre guillemets, enfin voilà, et donc et puis mettre en contexte quand même ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment venu très fortement.
même si j'avais un intérêt par ça, quand je suis allé passer une année aux États-Unis où c'était vraiment hyper technique, en rentrant en France, j'ai eu envie de faire des trucs en français d'ailleurs. Enfin, il y a eu aussi un lien avec la langue qui était assez fort. Arrêter de faire des trucs techniques en anglais. Et donc, ça commençait par un article dans la recherche ou faire des trucs de vulgarisation. Puis après, il y a eu des choses plus politiques, on va dire, avec les cafés des sciences, Café Sciences et Citoyens, un petit etc. peu d'une forme de respiration entre un côté technique, aride, Ouais, et puis un côté plus Il y a ce côté-là aussi. relationnel, plus humain. Oui. Moi, je ne peux pas dire grand-chose, c'est mon sujet de recherche. Donc, c'est complètement différent. Ça veut dire que je ne peux pas voir une opération de vulgarisation sans le voir en termes de recherche. Donc, voilà. C'est pénible. Une autre question? Oui. Bonjour, je vous interroger sur les Excusez-moi, est-ce que vous pourriez en 2 mots vous présenter, pardon. et je le dis aussi pour tous ceux qui suivent, de manière à ce qu'on vous situe un petit peu, mais vraiment en 2 mots. Merci. Je suis Odile Leblanc, je travaille sur le musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles et je suis chercheur associé au laboratoire de céramologie de Lyon. Donc j'ai un profil plutôt atypique pour la communauté ici. Et je m'interrogeais par rapport au pourcentage de gens qui font de la vulgarisation dans les sciences sociales, enfin, dans les sciences humaines, dirons-nous plus globalement, par rapport aux sciences plus, vous n'avez pas employé le mot tout à l'heure, mais en santé plus noble ou plus scientifique. Il y a eu cette séparation qui a été faite. Et je me demandais si ce n'était pas lié notamment à des développements de supports qui existent, des supports institutionnels comme les endroits, les musées ou des développements de publications comme on voit en archéologie à l'heure actuelle. D'abord, juste une précision, ça n'avait strictement aucun jugement de valeur. C'est juste que dans les bases de données, pour plein de raisons, les sciences humaines et sociales ne sont pas bien représentées. Donc plutôt que de faire n'importe quoi, on a préféré les enlever directement et puis c'est tout. Mais il n'y avait aucun... Votre approche, c'est que les critères d'évaluation sont très différents suivant... Mais bon, ce n'est pas le cœur de la question. Donc je pense que il y a plusieurs réponses. Il y a un côté un peu évident qui est quand même qu'il est quand même plus facile, en général, hein, pas toujours, mais quand même statistiquement parlant, les sujets sciences humaines et sociales sont quand même plus faciles à vulgariser, quand même, que, je sais pas, les ensembles topologiquement, je sais pas quoi, d'un matheux. Enfin, quand même, il y a quand même, je sais bien qu'il y a des trucs techniques en SHS aussi, etc., mais quand même, statistiquement, enfin bon, je pense quand même ça. Et même à tel point, enfin, on en discutait, je sais pas si Baudouin, il était là hier, il en a parlé ou pas, mais la question même du sens de la vulgarisation pour les gens en sciences humaines et sociales est différente quand même. Parce que souvent, ils sont sur les objets que traitent pas tous, hein, mais bon, un grand nombre, en tout cas beaucoup plus grand nombre que les chercheurs en sciences naturelles ou inhumaines ou asociales, tout ce que vous voudrez. Ils sont quand même, en tout cas en apparence, beaucoup plus proches du public. Et la frontière même à tracer entre un livre technique, un livre de semi-vulgarisation, enfin un livre de vulgarisation en SHS, me semble encore plus floue. Elle est déjà floue il n'y a pas de barrière très, très nette, hein, même en sciences naturelles. C'est une graduation en fait entre l'article technique et puis l'article de vulgarisation. Mais cette barrière-là me semble encore plus difficile à poser en SHS. Donc je pense qu'il y a plein de raisons qui font que voilà, il y a quand même, enfin, c'est pas très surprenant que on ait beaucoup plus d'actions de vulgarisation en SHS, et c'est pas seulement en France, c'est dans la plupart des pays où il y a des données par discipline, on retrouve des choses comme ça quand même. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on pense encore trop la vulgarisation comme une activité de transmission des savoirs, avec des savoirs techniques difficiles à transmettre et des savoirs moins techniques ou qui parlent plus, qui seraient plus faciles à transmettre? Oui, mais indépendamment disons, des critiques qu'on puisse avoir de ce modèle de transmission ou de diffusion, empiriquement, enfin, je veux dire, dans ma liste d'actions, on voit bien, enfin, quand vous interviewez, vous allez vous écoutez France Culture, vous comparez le nombre d'historiens, d'archéologues, etc., au nombre de biologistes et de physiciens, vous avez un rapport 10, quoi. Facilement. Donc, Pourtant, sur France Culture, il y a une émission de vulgarisation tous les jours. Non, mais il y en a, oui, je sais. Et sur France Inter à la même heure tous les jours. Non, je sais bien, mais... Enfin, faites le rapport quand même et vous verrez que c'est énorme.
Oui, il y avait une question au fond. J'ai le micro, Je vous oublie le micro pas. pour une petite question, puis après je vous parle. Est-ce que, là on a parlé du CNRS, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des enquêtes équivalentes ou en chantier ou pareil à l'étranger? Est-ce qu'on a des enquêtes qui permettent de témoigner d'une différence stratégique dans les établissements? Je pense CNRS, INSERM, IRD. Est-ce qu'il y a dans l'université, est-ce qu'il y a des éléments de comparaison, Pablo, éventuellement, enfin, des collègues qui ont fait un travail identique dans d'autres institutions de recherche, et pareil à l'étranger, est-ce qu'on a une idée est-ce que c'est des distinctions qui sont disciplinaires, j'ai bien entendu, biologie, sciences physiques, etc., mais est-ce qu'il y a des subtilités institutionnelles en termes de politique, je dirais même presque publique? Moi, je peux répondre très rapidement, je n'en connais pas, mais enfin, on commence à faire la même chose avec des collègues argentins. Là, le CONICET, qui est bâti sur le même modèle que le CNRS à peu près, et qui a, depuis un an, a inclus ce truc de vulgarisation dans les comptes rendus annuels. Donc on commence à regarder, mais voilà. Mais au niveau ensuite stratégie de vulgarisation, enfin, est-ce qu'un organisme s'est vraiment doté d'une stratégie, mais vrai quoi, enfin, je veux dire un truc un peu une politique, mais vraiment contraignante dans le bon sens du terme, on va dire, enfin un truc qui vraiment est du poids. Moi, disons, il y a eu quelques périodes comme ça reliées à une personnalité, je crois, à l'INSERM ou des choses comme ça, mais ponctuellement en fait. Et à ma connaissance, voilà, il n'y a pas de choses vraiment sérieuses là-dessus, mais. Pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a, d'une part, est-ce qu'il y a des institutions ou des pays ont pris des mesures en termes de stratégie, oui, par exemple le Portugal, sous l'ancien Premier ministre, dont le nom m'échappe, qui était ministre de la Recherche, 5% du budget de la recherche devait être consacré, ça a duré quelques années, devait être consacré à des opérations de vulgarisation. Donc là, il y avait clairement une volonté très forte. Enfin, des politiques publiques sur la question, il y en a. Et il y en a en Angleterre, et il y en a eu dans beaucoup de pays européens. Donc oui, il y en a. Par contre, est-ce que des études sur les stratégies des institutions? Non, j'en ai pas vu, parce que pour ça, il faudrait partir de l'idée que cette chose n'est pas subie. Alors la plupart du temps dans les études, on a l'impression qu'on étudie un fait qui est quasiment subi, enfin un espèce de truc mécanique qui avance comme il avance, mais qui n'a été initié par rien. Donc je dirais, ce qui est même surprenant dans l'étude de la Royal Society, c'est qu'ils mentionnent le fait qu'ils ont essayé d'aller dans une certaine direction, le dialogue, et qu'en fait tout le monde persiste à faire des opérations de com et pas des opérations de dialogue. Mais à part cette petite allusion-là, qui indique l'existence d'une politique publique qui veut aller dans une certaine direction, ça apparaît pas dans les études parce que tout simplement c'est quelque chose qui est nié, en fait, à mon avis, et on fait comme si le truc était un phénomène complètement indépendant de toute volonté organisationnelle. Voilà, allez-y. Oui, donc bonjour, je m'appelle Fabrice Digonnet, je fais partie d'une association de médiation de culture scientifique axée sur les sciences de la Terre et la volcanologie. Et là, j'entends des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et je me rassure par rapport à une observation que j'ai pu faire, moi, par rapport au laboratoire Magma et Volcan, avec qui on travaille assez régulièrement. C'est que sur les fiches de présentation des chercheurs dans leur annuaire du site internet, il y a toutes les publications scientifiques techniques, et à la fin, régulièrement, pour plusieurs chercheurs, il y a les actions de vulgarisation qu'ils ont faites. Alors je ne sais pas encore si c'est quelque chose de spontané ou pas de leur part, si c'est juste comme ça accepté par la direction ou si c'est une volonté de la direction. Ça pourrait être intéressant que je leur pose la question du coup. Mais je voudrais savoir si c'est quelque chose qui se généralise, est-ce que c'est quelque chose qui se fait comme ça spontanément sur les sites internet, sur les présentations, sur les annuaires des sites des scientifiques, leur page de présentation. Est-ce qu'ils, spontanément ou pas, parlent de leur action de vulgarisation? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou pas? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je voudrais savoir si par rapport aux résultats qui ont été donnés tout à l'heure sur le fait que les chercheurs très actifs ou un peu moins actifs font plus de vulgarisation, je voudrais savoir si c'est en termes d'individus, ça serait possible d'avoir une sorte d'étude, un profil psychologique entre guillemets mis en face pour voir s'il y a une catégorie de personnes, d'individus qui sont plus portés sur la volonté de vulgariser, de partager que d'autres. Parce que après, éthiquement parlant, on peut se poser la question aussi d'aller un petit peu plus loin. Si effectivement ce genre de relation existe, est-ce que justement les labos pourraient pas trier les profils? En gros.
Juste pour les faits, au niveau institutionnel, depuis 83, on doit tenir compte dans les dossiers d'avancement, dans les carrières, dans toutes les fiches rendues des opérations de vulgarisation et des différentes activités extra-recherche. Évidemment, c'est une recommandation qui maintenant, dans les nouvelles lois LRU, pour l'évaluation avec l'AERS, est de plus en plus pris en compte. Donc c'est normalement une obligation des institutions de tenir compte des choses extérieures. Maintenant, on voit bien que les mentalités mettent du temps à changer et que c'est un peu ce que tu disais dans ton papier. Il y a 3 lignes. Certes, on en tient compte, mais on laisse ça dans le dossier pour s'exprimer, quoi. Oui. Après, c'est la pondération entre les différents critères et laissé à l'appréciation du jury quand même. Bon, et du coup, voilà, on peut compter à 0,001%. Enfin bon, voilà. Mais sur les profils, bon. Je ne sais pas trop empiriquement qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire avancer cette question-là concrètement? Je ne vois pas trop. On imagine bien que les clichés du style, il y a des gens qui sont plus ouverts et qui sont plus... ça se mord un peu tout la queue. C'est-à-dire les matheux, on a la caricature du matheux qui est sur son truc, qui parle à peine à ses collègues. Et faire de la vulgarisation, ça serait des années-lumière encore. Bon... So what, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On voit bien qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est un peu circulaire. Et puis, alors après, effectivement, dans le recrutement, on va dire, des jeunes, est-ce qu'on pourrait faire rentrer ce critère-là? Je pense qu'il rentre, disons, si ces corrélations jouent aussi, c'est parce que quelqu'un qui est à l'aise en vulgarisation, il y a des chances aussi qu'il soit à l'aise pour présenter son dossier devant un jury, parce que c'est des activités qui se ressemblent, et du coup, bon, c'est pas automatique, mais quand même. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui sait bien expliquer à ses collègues, parce que les collègues dans un jury, c'est des gens qui connaissent pas grand-chose au sujet qu'on présente, parce que forcément, voilà, donc c'est quand même, disons, faire de la vulgarisation et expliquer son sujet de recherche, même à des collègues qui sont pas les 5 collègues dans le monde qui font exactement la même chose, c'est quand même des activités assez similaires. Donc, bon, il suffirait de prendre des gens qui savent mettre en contexte, même scientifiquement, leurs travaux. Il y a une continuité, il me semble, assez forte avec la vulgarisation. Si je peux permettre un dernier mot, je pense que là, les études montrent, et sont généralement unanimes, pour dire que ce n'est pas un profil singulier qui compte, c'est un contexte. C'est-à-dire que si vous êtes dans un labo qui communique beaucoup, vous allez plus communiquer, en moyenne. C'est le syndrome Poitou-Charentes, mais je veux dire, on le voit... On le voit très bien quand on demande aux gens, justement, dans votre environnement, combien de personnes font de la vulgarisation, et plus ils ont de personnes qui font de la vulgarisation, plus eux-mêmes en font. C'est corrélé. Donc je pense que choisir un profil individuel n'a pas de sens. La question, c'est comment faire pour que l'environnement soit propice, quoi. Il y a eu des études qui ont été faites sur cette question de l'environnement propice, porteur ou moins porteur? À la marge, avec des indices de corrélation. C'est-à-dire, plus on est dans un labo, par exemple, qui vulgarise, alors c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, mais plus, par exemple, à grade égal, on vulgarise comparé au labo d'à côté, par exemple. Donc ça c'est... On avait essayé, en fait, statistiquement, donc on a beaucoup de labos, on a beaucoup de chercheurs, etc. Donc on s'était dit, on va aller chercher ce genre d'effet-là. Mais il faudrait que je regarde concrètement comment ça a été fait, parce que méthodologiquement, c'est vraiment pas évident, parce que, évidemment, quand vous regardez des collègues qui vulgarisent beaucoup, c'est vraisemblablement que vous êtes dans une discipline ou une sous-discipline qui vulgarise beaucoup. Donc vous aussi, vous allez beaucoup vulgariser statistiquement parlant. Donc c'est très difficile de séparer les effets de discipline des effets d'entraînement du milieu très très proche du chercheur, parce que ce milieu-là, on a du mal à, je veux dire, sur des grandes études comme ça, on ne peut pas le quantifier facilement. Donc je suis un peu sceptique au niveau méthodologie. Mais bon, intuitivement, c'est à peu près. On sent bien qu'il y a des environnements plus propices que d'autres à vulgariser et qu'il y a un effet d'entraînement. Ça, psychologiquement, c'est bon. Ça semble difficilement contestable. Mais quant à mettre ça en évidence rigoureusement statistiquement. On ne sait pas par quel bout. Il faudrait regarder, mais en tout cas, ça serait très difficile et très subtil, parce que voilà, vous êtes en train de séparer des trucs encore bien plus corrélés que l'effet d'âge et de hiérarchie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui, bon, ça va. Mais là, quantifier d'accord, l'environnement très local d'un chercheur et le séparer de sa discipline. Il y a le même type de problème avec le nombre la propension à faire de la vulgarisation et le fait qu'on a eu une formation en communication scientifique auparavant. Donc c'est très fortement corrélé. Si vous avez une formation à la communication scientifique, vous serez tenté d'en faire.
Mais quelle est la cause et quel est l'effet? En effet, c'est toujours un peu c'est compliqué. Donc c'est un peu le même genre de problème. On sent bien qu'il y a un lien, mais... D'accord, merci. Il y a une question ici. Oui, Serge Azac, je suis responsable du Centre de culture scientifique de Bourgogne. Comme on a un matériau sur le CNRS qui est remarquable, si on regarde sur 2004 à 2011, on s'aperçoit que le CNRS à l'interne, au niveau de sa politique de communication, a changé. Et on est passé, avec le journal du CNRS, avec Saga Science, on est passé avec un certain nombre de sollicitations à l'interne de la maison. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il y a un facteur impactant de la politique interne CNRS par rapport à sa stratégie de communication? Je ne parle pas de la communication institutionnelle, je parle bien de la communication en termes de culture scientifique par rapport aux différentes équipes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une interprétation ou tisser un fil qui permettrait d'identifier un système impactant? Parce qu'en définitive, est-ce qu'entre 2004 et 2011, la modification interne, posée d'une autre manière, la modification interne de politique de communication qui a intégré la culture scientifique, alors que moi je me souviens de premières réunions où en définitive en communication on parlait que de communication institutionnelle, on ne parlait pas du tout de culture scientifique. Maintenant on se rend bien compte que de manière systématique il y a eu un effort de culture scientifique et de vulgarisation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de corréler entre les chiffres que vous avez et la politique interne un système d'identification impactant? Oui, enfin, c'est pas évident à corréler parce que c'est-à-dire bon, comment est-ce que vous quantifiez cet effet culture scientifique concrètement et comment est-ce qu'il arriverait jusqu'aux chercheurs? Moi, j'ai tendance à être plutôt sceptique, mais ça serait à regarder. Mais d'abord, on peut imaginer que un effet comme ça serait plus dilué à l'ensemble du CNRS et pas tellement ciblé sur les disciplines, enfin les sous-disciplines qui sont porteuses au sens médiatique, qui est quand même ce qui ressort de l'étude qu'on avait menée. Donc ça va pas dans ce sens-là. Et après, j'ai l'impression, mais donc ça c'est empiriquement un peu plus regardable, on pourrait regarder dans les intitulés des actions menées, est-ce qu'il y en a un certain nombre qui pourraient être reliés d'une manière ou d'une autre à ce changement que je n'ai pas ressenti aussi massif que ça, mais bon, de la politique du CNRS. Mon intuition, c'est que ça restera marginal dans les évolutions des chercheurs, mais après, il faudrait... Voilà, s'il y avait quelqu'un qui voudrait faire un stage sur les 40 000 lignes du CNRS, je mets le fichier, on regardera les confidentialités et tout ça, mais je veux bien mettre le fichier que ça serve à quelque chose, parce que déjà, les données du CRAC, en fait, actifs ou pas actifs, quand je présente ça devant les gens du CNRS, ils sont contents que quelqu'un ait fait quelque chose un jour des CRAC. Bon. Donc, parce que tous les chercheurs disent, je passe quand même un moment à remplir ce truc-là, etc. Je mets les intitulés. Hein. Bon, et tout ça, ça tombe dans une boîte complètement noire que personne n'a jamais... Voilà, donc au moins, j'ai utilisé un petit peu, mais si on pouvait faire... Et je pense qu'il y a de la matière, je veux dire, sur 6 années, les mêmes chercheurs, il y aurait de la matière, donc j'aimerais bien tenter quelqu'un, mais c'est ni tellement ma compétence. Et, bon, donc là, il y a un appel d'offres, j'espère qu'il sera entendu, voilà, d'autant plus que c'est sans financement, bien sûr. C'est le genre d'études qu'il faut reproduire, par exemple, tous les 5 ou tous les 10 ans pour voir les Oui, j'espère les évolutions. Oui, éventuellement. Et pour le moment, j'ai 6 années, 7 bientôt. Bon. Une question ici, oui. Donc Alain Blanc, enseignant-chercheur en biologie et chargé de mission à la culture scientifique à l'Université de Saint-Étienne. L'étude de Pablo Jensen nous montre qu'en effet, les chercheurs, on va dire expérimentés et gradés, sont plus légitimes pour faire de la vulgarisation scientifique, ou du moins le sentent. C'est vrai pour l'aspect transmission des savoirs, mais pour rebondir sur ce qu'on a entendu hier à propos de l'expérimentarium, on a vu aussi que les chercheurs débutants, donc les doctorants, étaient peut-être plus légitimes eux aussi dans le domaine de, on va dire, de la relation subjective avec les élèves et de l'éveil de la curiosité. Donc je voulais juste faire ce parallèle entre les deux demi-journées. Oui, c'est pas une question. Peut-être que Lionel voudrait faire un commentaire là-dessus ou... Non, mais moi j'avais lu dans l'étude de la Royal Society, à un moment, ils demandent, alors je traduis de l'anglais, quand on demande aux scientifiques, de dire en quels termes, selon leurs propres termes, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux de s'engager avec des non-spécialistes.
Alors ils disent ce que vous avez dit, mais il y en a 13% qui disent c'est pour écouter et comprendre le public. Et qu'est-ce que vous en pensez de ces 13% et est-ce que vous le retrouvez? Et est-ce qu'il y a un rapport avec l'effet cognitif l'effet cognitif dont vous avez parlé, c'était un tiret, là, l'effet cognitif de la vulgarisation. Oui, ça fait à peu près 15%. Enfin, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'étude. Moi, je suis très embarrassée avec ce public engagement, de toute façon, parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux, je pense pour tout le monde, quel est l'intérêt de la chose. Je ne vais pas faire de la provocation pour faire de la provocation, mais ce qui est très bizarre, c'est que les objectifs affichés jusqu'à présent dans ce qu'on appelait le Public Understanding of Science, ou en France, dans la communication scientifique, sont quand même pas les mêmes que ça. Et du coup, le glissement est assez... pas perturbant, mais enfin, du coup, je suis toujours surprise quand il y a autant. Moi, je trouve que c'est beaucoup. 15% des gens qui disent « je veux dialoguer avec le public ». Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut que je rajoute quelque chose d'autre à ça. Je suis surprise. Sauf que le discours sur le public engagement, en tout cas en Angleterre, il est très très fort. Enfin, je veux dire, il imprègne toutes les opérations. En France, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'en France, ça m'a plus surpris en France qu'en Angleterre. Mais bon, je ne voudrais pas vous décevoir, mais on peut mettre quelques bémols. C'est-à-dire, premièrement, ça fait bien quand même de répondre à un truc comme ça dans un questionnaire. Donc bon, il faut voir. Après, c'est pareil, ces questionnaires-là, qui a répondu? Est-ce que c'est 15% ou 13% de l'ensemble des chercheurs ou déjà de ceux qui ont répondu à ce questionnaire parce qu'ils étaient déjà concernés par ce truc-là? Et puis, dernièrement, ce qu'il faudrait voir, mais la composition, je n'ai plus en tête la composition de l'échantillon de la Royal Society, mais on avait fait une enquête comme ça en Argentine et... quand il y avait des gens qui ont répondu ça, qui étaient, il faudrait que je regarde, mais qui étaient du même ordre de grandeur. Et en fait, sur ces 10%, je crois que c'était qui répondaient, c'est vraiment pour le dialogue. Sur ces 10%, il y en avait 8% qui venaient des SHS, en fait. Et si vous regardez, donc si vous enlevez... et en gros, voilà, vous pourrez retrouver vos 3%, je pense, sans trop de soucis, si vous enlevez toutes ces couches-là, et en supposant qu'en gros, ceux qui veulent dialoguer, c'est les SHS. Bon, je caricature un peu, mais voilà. Ce que je trouve étonnant dans ces opérations, moi ce qui me gêne dans cet objectif, c'est que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une opération pour dialoguer. Ce que je trouve toujours perturbant, c'est d'avoir affiché ça comme objectif de ça, alors que ces chercheurs ont une vie quand même. Ils peuvent, s'ils veulent vraiment discuter de leur recherche avec leur famille, ils peuvent dialoguer. Si c'est le dialogue qu'ils cherchent, c'est-à-dire si c'est un retour. Et ce que je trouve étonnant, c'est que ça apparaisse dans les objectifs. Mais souvent, le dialogue du chercheur avec sa famille est difficile. Je pense qu'on est nombreux à se confirmer. On a du mal à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, d'abord dans notre propre famille. Mais ce qui est très étonnant, parce que ça, effectivement, on le sait, en tout cas, voilà, je reviens à ces sciences dures, etc. Mais quand on pose la question aux chercheurs, je crois aussi bien dans la Royal Society, mais en Argentine ou en France, 80 ou même plus que ça, 85% des chercheurs disent que c'est facile d'expliquer ce qu'ils font dans ces enquêtes-là, alors que quand on demande autour de nous, etc., on voit bien que c'est quand même pas si facile. Et dans ces enquêtes-là, vous pourrez regarder, c'est très étonnant, c'est de l'ordre de 80%, oui, c'est facile. Facile ou très facile, en fait, même. Donc là, il y a des mystères. Et c'est vrai que ces enquêtes-là sur questionnaire, etc., c'est mieux que rien, mais voilà, on connaît les limites de ce genre de trucs. Nous avons une question de Candice. Oui, alors moi je voulais prendre la parole peut-être pour la plupart de mes collègues qui cherchent aussi à motiver des chercheurs. C'est difficile, ça m'a fait peur en fait ces études-là, moi, parce qu'on me dit que si on permet aux chercheurs d'avoir plus de temps, si on permet aux chercheurs d'avoir plus d'argent, ou d'avoir des évolutions de carrière plus fortes avec la vulgarisation, ça ne changera rien. Et comment on fait, nous, pour aller chercher, pour aller motiver des chercheurs et pour leur dire, ça va avoir un intérêt pour toi. Et effectivement, on voit que dans les études que vous avez proposées, on voit plus, quand on demande aux chercheurs à quoi ça va vous servir, qu'est-ce qui vous motive pour faire de la vulgarisation, on voit plus que c'est un rapport un peu unilatéral, on va diffuser on va diffuser la connaissance au public. Il n'y a pas forcément ce rapport, justement, je rebondis un peu sur ce que disait Lionel, de plaisir, de partage, de qu'est-ce que le public va m'apporter. Et moi, ça me fait un peu peur, parce qu'en plus, à l'expérimentarium, on n'a pas forcément, nous, ces retours-là des chercheurs quand on discute avec eux. On voit qu'il y a un réel plaisir, on voit qu'il y a un vrai échange, que ça leur permet de voir leur recherche sous un autre angle, de faire avancer un petit peu leur, on va dire, le sens que leur métier peut avoir pour eux. Et les chiffres, ça me fait un peu peur.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a une recette qui pourrait être communiquée à moi, mes collègues qui avons envie encore de motiver des chercheurs à participer à nos actions, pour leur dire ça a un intérêt de faire de la vulgarisation. Justement, à mon avis, c'est ça la difficulté, c'est de trouver pourquoi est-ce que ça peut les intéresser. Et à mon avis, le problème, c'est qu'on s'est enfermé. Dans la plupart des discours, des recommandations, on s'enferme dans un discours qui fait comme si c'était une évidence, d'abord que les gens ont envie de le faire, que c'est une évidence que ça... Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on ne questionne pas, par exemple, l'efficacité de ces études, des opérations de vulgarisation. Je reprends. Par exemple, on sait que... je fais deux points distincts. Les chercheurs, par exemple, pourraient dire il ne faut pas que tu fasses de la vulgarisation parce que tu perds ton temps. Mais tu perds ton temps parce que tu ne fais pas de la recherche. Mais ils pourraient être plus violents et dire tu perds ton temps parce que la vulgarisation, ça ne sert à rien. Et ça, c'est par exemple un discours qu'on n'entend pas. C'est l'efficacité des opérations de vulgarisation. Or, à mon avis, c'est quand même le doute que moi j'ai et que je pense que beaucoup ont, c'est à quoi ça sert ce truc ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? Et je ne vois pas d'études qui aient été faites sur l'efficacité, ou plutôt quand elles sont faites, elles sont dramatiques. Par exemple, les études sur la réception des publics. C'est la question, mais ça va aussi avec l'intérêt. Souvent, c'est dans le sens de la transmission des savoirs. Est-ce que les gens font la différence entre un virus et une amie ? Donc, au niveau de la quantité d'informations, on voit que toutes les opérations jusqu'à présent menées par la Commission européenne, par toutes les politiques publiques qui ont essayé d'accroître le savoir, sont des échecs. Ou plutôt, ils sont à la marge. Donc, si on essaie de regarder en termes d'efficacité, pour l'instant, tout le monde implicitement est d'accord, ça ne marche pas. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour convaincre un chercheur d'aller faire ça ? Il faudra déjà le convaincre que ça sert à quelque chose. Et à mon avis, c'est là où se situe le nœud du problème. Et donc la question du sens de l'opération, à quoi ça sert, à qui ça sert, qu'est-ce qu'il y a derrière, politiquement, idéologiquement, c'est ça, à mon avis, qu'il faut creuser. Je suis d'accord que ça ne sert à rien en termes d'efficacité, mais qui de toute façon... moi, j'ai sauté rapidement une des dernières diapos de Weingart. C'est un truc classique où il dit pourquoi est-ce que le public, déjà... si on veut continuer à casser le truc, mais après, je reviendrai vers des trucs plus positifs, mais pourquoi le public aurait besoin de vulgarisation, d'ailleurs franchement, si vous creusez cette question-là, c'est pas si évident que ça. Mais enfin bon, on pourrait... C'est un sujet quand même intéressant. Alors, je reste convaincu que pour le moment... Effectivement, les chercheurs qui font de la vulgarisation, c'est en grande majorité parce que ça leur plaît bien. Donc évidemment, ceux que vous voyez là qui en font, vous trouvez qu'il y a un plaisir, etc. Oui, parce que c'est ceux-là qui viennent, quoi. Okay ? Alors, est-ce qu'on pourrait convaincre des chercheurs d'en faire, même si ça ne leur fait pas plaisir ? Comment est-ce que vous arrivez à convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui ne lui plaît pas ? Par la contrainte, concrètement. Et donc, on sait que ça peut marcher. Donc, par exemple, les chercheurs n'aiment pas faire des projets de recherche, c'est-à-dire écrire un machin, qu'est-ce qu'on va faire, etc., pour demander des sous. Jusqu'à maintenant, ils ne le faisaient pas, disons, jusqu'à 5-10 ans en France. Depuis 5-10 ans en France, les chercheurs font ça parce que c'est la seule manière d'avoir de l'argent. D'accord ? Donc, vous pouvez forcer des gens à faire ce qui ne leur plaît pas en faisant que ce soit la condition pour qu'ils puissent travailler et faire leur recherche. Donc, on pourrait imaginer de faire la même chose avec la vulgarisation. D'ailleurs, dans pas mal de projets européens et aux États-Unis, quand vous avez de l'argent, vous devez consacrer 5%, 10% à des actions de vulgarisation, sinon vous n'avez pas l'argent, on ne vous renouvellera pas le truc, etc. Donc c'est une piste, effectivement, mais là, vous, par contre, je crois que vous avez malheureusement, je ne veux pas être... mais vous avez guère de... Ouais. Pour rebondir, il y a toujours une première fois où on se lance dans la vulgarisation. Comment motiver au moins qu'ils testent, qu'ils essayent de voir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Ouais. C'est ça en fait, je vois pas. Voilà, vous êtes en train de me demander comment est-ce que je force quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Ouais. Donc, et après, en fait, voilà, je rajoute juste ce dernier mot, c'est que moi, je suis convaincu que la vulgarisation, elle sert plus aux chercheurs qu'au public, en fait, d'une certaine manière. Donc, mais bon, ça, je suis d'accord que pour être convaincu de ça, il faut avoir essayé, mais il faut avoir aussi envie de sortir de son tunnel sous-disciplinaire et technique. Et ça, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Ça n'apparaît pas, en fait. Dans l'étude, dans les résultats que vous proposez, ça n'apparaît pas cette implication, la notion de plaisir ou ils s'en rendent pas compte ou ça sert plus, vous en êtes... dans l'étude, statistique, là, ça peut pas apparaître, mais dans les questionnaires, etc., vous savez, je reviens sur les biais des questionnaires.
ça fait pas sérieux de dire que c'est pour le plaisir. Tu sais, on va trouver des trucs plus sérieux, du style c'est un devoir, enfin, etc., ou informer. Donc, Oui, donc il y a un biais aussi de ça fait plus sérieux. oui, C'est bien pas sûr, tout à fait. honnête les réponses qu'ils Ouais. ont données. Voilà. Mais moi, c'est vraiment de l'échange là, beaucoup plus informel avec les gens qui font de la vulgarisation. On retrouve quand même toujours cette histoire de plaisir. Voilà. Mais quand on demande aux gens, parce qu'il y a aussi dans les questionnaires, pour ceux qui ne vulgarisent pas, donc pourquoi vous ne vulgarisez pas? D'accord, ça existe aussi ce versant-là, parce que c'est sur cela en fait que c'est plus intéressant pour vous. Et en fait, ils répondent, ouais, parce que j'ai pas le temps. Bon, donc ça ne veut rien dire. C'est soit parce que mon sujet me semble complètement impossible à vulgariser. Donc il y a des degrés de difficulté, ça je pense que c'est vrai, notamment dans les maths, etc. Enfin, mais c'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même bon. Mais voilà, il n'y a pas une réponse. En gros, c'est ça les intéresse pas, quoi, c'est tout. Donc si vous les forcez pas, bah ça. Donc, mais vous pouvez pas les forcer, je crois, malheureusement. Donc, vous n'avez pas de moyens de pression suffisants, je crains. Alors, on a le temps maintenant pour 2 questions avec des questions brèves, une ici, hein, et pour des réponses relativement brèves, parce que dans 5 minutes, on doit libérer l'espace. Bonjour, oui, Sophie Raus, je suis docteur en géologie. Et puis, on est en train de développer également l'expérimentarium au niveau de la Lorraine. Et donc moi, je me demandais par rapport à l'étude que vous avez fait au CNRS, est-ce que vous avez réussi à quantifier la part de vulgarisation en termes de dialogue et la part de vulgarisation en termes d'intervention, de conférences, plutôt d'instruction, quoi, de passage de connaissances d'une part. Et puis après, je me demandais aussi, est-ce que le fait que l'implication dans la vulgarisation augmente avec l'âge et la hiérarchie, quoi, c'est pas finalement dû à une prise de confiance en soi. On est quand même, quand on arrive en thèse, face à une masse de connaissances et on arrive vraiment à des limites de la connaissance. Donc déjà, arriver à cerner toutes ces difficultés et puis prendre suffisamment confiance en soi pour arriver à en parler et en parler à un public non averti, on va dire. Est-ce que finalement, c'est pas juste lié à ces questions-là ? C'est un facteur, c'est ce qu'on a dit, enfin tous les deux. C'est-à-dire ce côté cognitif, en gros, il faut avoir du recul, il faut avoir, et puis bon, voilà. Enfin, donc oui, ça c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a un facteur, disons, un peu mécanique comme ça, que c'est plus facile de vulgariser à 50 ans qu'à 30, quoi. Enfin, par ces effets-là. Après, c'est intéressant comme question sur le. Alors. Donc sur le CNRS, très court, oui, donc c'est très. Mais en fait, il faudrait aller voir dans les intitulés. Donc voilà, je renouvelle très brièvement mon appel. Donc ça n'a pas été déjà fait. Non, ça n'a pas été fait. Parce que je pense que la différenciation des actions, comme vous en parlez aussi dans les études qui ont été faites, c'est quand même très important de bien cibler pour faire mieux comprendre aussi aux directeurs de laboratoire et à tout le monde de la recherche qu'il y a 2 types de vulgarisation différentes et que ça n'apporte pas les mêmes choses aussi. Voilà, une toute dernière question. Voilà, notre collègue de l'UB. Oui, bien le bonjour, Franck Dubois, jeune chercheur en histoire et correspondant au plan d'action régional pour l'innovation. Merci pour vos interventions. Et pour moi, il s'en dégage une sorte de paramètre que dans la démarche de valorisation, elle est consciente et nécessaire. Il y a d'un côté les sciences de l'environnement et les sciences humaines qui souvent répondent à une demande sociétale, on va appeler ça comme ça. Et c'est très vite lisible, compréhensible par le grand public. Alors voilà, quel public on met derrière? Et de l'autre côté, la chimie, la biologie, les sciences du matériau, peut-être consciemment se lanceraient pas dans une démarche de vulgarisation. Et pourtant, au quotidien, on pourrait se dire que c'est presque eux qui font le plus d'efforts. Ils vont utiliser une modélisation en 3D pour faire comprendre la molécule, sa complexité. Enfin, toute une batterie de supports, les posters qui sont beaucoup plus généralisés dans ces sciences. Et c'est pourtant pas de la vulgarisation consciente. Alors peut-être que c'est peut-être pas pour le grand public, mais peut-être pour les pairs, les décideurs. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une face cachée de la vulgarisation scientifique? Est-ce qu'on n'aurait pas à remettre à plat des critères? Justement, l'impact... Il faut faire une question brève. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'il ne nous manque pas un panel de critères de la vulgarisation? Merci. Donc, bref, c'est pas facile.
J'ai dit tout à l'heure, et donc il y a une étude classique là, qui est souvent citée de Stefan Hilgartner, en fait en 90, qui a bien montré, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, cette graduation de techniques, semi-vulgarisation, interdisciplinaire, on va dire, et puis vulgarisation grand public. Donc il y a un continuum là-dedans, et c'est clair qu'il faut explorer ces choses-là. Après, voilà, enfin, je sais pas si... Elsa, le mot de la fin. Juste pour faire un lien entre ce qu'on a dit, enfin, avec ce qu'on avait dit hier, il y a le problème de la valorisation de toute façon, qui est un vrai problème, parce qu'à mon avis, c'est distinct. Enfin, on peut bien distinguer valorisation et vulgarisation, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir. Et on en revient toujours à cet éternel problème des objectifs. C'est-à-dire que faire de la vulgarisation à grande échelle, c'est-à-dire publier des articles, c'est de la vulgarisation à grande échelle. Ne peut pas se revendiquer des mêmes objectifs que de faire des rencontres en tête-à-tête et un dialogue. Et à partir du moment où on n'est pas clair, à mon avis, sur ce qu'on attend de la vulgarisation, et à mon avis, c'est un des problèmes de son inefficacité, mais inefficacité parce qu'on n'a pas d'objectif, quoi. Ou en tout cas, les objectifs sont troubles, à mon avis.